Pourquoi la Russie, la Chine et les États-Unis ne racontent-ils pas la même guerre? Parce qu'ils ne jouent pas sur la même scène narrative. Le 24 février 2022, lorsque les blindés russes franchissent la frontière ukrainienne, ce n'est pas seulement un territoire souverain qui est envahi, c'est l'espace cognitif mondial qui se fracture. D'un côté, Moscou déploie le récit d'une opération de démilitarisation et de dénazification. Une guerre défensive et préventive contre l'expansionnisme atlantiste. De l'autre, Washington et Bruxelles activent le narratif d'une croisade de la démocratie contre l'autocratie. Un combat pour la survie de l'ordre international fondé sur des règles. Enfin, Pékin observe, articulant une position de neutralité constructive, qui blâme les racines de l'OTAN tout en préservant, en apparence, le principe de souveraineté. Trois guerres, trois vérités, une seule réalité matérielle. Cette dissonance n'est pas un accident. Elle est le symptôme d'une mutation profonde de la géopolitique contemporaine. Nous sommes entrés dans l'ère de la guerre, où la weaponization of information, l'armement de l'information, ne vise plus seulement à tromper l'adversaire, mais à structurer la réalité elle-même. Pour comprendre comment les puissances racontent le monde, il faut d'abord démonter les mécanismes de cette narration. Comment un récit devient-il une arme? Sur quelle scène se déploie-t-il? Et comment, en tant que citoyens, pouvons-nous naviguer dans ce champ de mines sémantique? Pour saisir la mécanique de cette guerre invisible, il faut se défaire d'une idée reçue. La propagande n'est pas un simple mensonge d'État, c'est une architecture temporelle. C'est ici qu'intervient le cadre théorique développé par Thomas Collet et Caroline Van Noort dans leur ouvrage de référence Strategic Narratives. Pour ces chercheurs en relations internationales, un récit stratégique n'est pas une fiction. C'est un outil de coordination politique. C'est une histoire délibérément construite pour donner un sens partagé au passé, au présent et au futur, afin d'influencer le comportement des acteurs domestiques et internationaux. Prenons cette métaphore. Un récit stratégique agit comme un attracteur de sens. Il canalise les angoisses d'une population, absorbe la complexité du monde et oriente cette énergie vers une action politique précise. Mais pour que ce récit prenne, pour qu'il devienne adhésif et légitime aux yeux des alliés comme des rivaux, il doit satisfaire une condition fondamentale, ce que Collet et Van Noort appellent une sécurité ontologique. La sécurité ontologique, c'est le besoin psychologique et politique d'un État de maintenir une identité cohérente dans le temps. Un récit stratégique ne peut être adopté par une puissance ou par ses partenaires que s'il promet un gain matériel, comme la sécurité ou la prospérité économique, et cela sans menacer l'identité profonde, le qui sommes-nous de l'acteur. Regardons les idées qui traversent ces grandes puissances. Aux États-Unis, qu'il s'agisse de la doctrine du Make America Great Again ou de la vision de l'administration Biden sur la défense des démocraties, le récit vise à restaurer une grandeur perçue comme menacée par le désordre mondial. En Russie, le narratif de Vladimir Poutine s'enracine dans le trauma de l'effondrement soviétique et la promesse d'un retour au statut de superpuissance, justifiant ainsi l'impérialisme par la nécessité de survie. En Chine, le grand renouveau de la nation chinoise sert de boussole narrative pour légitimer l'expansionnisme économique et la contestation
de l'hégémonie occidentale. Ces récits ne s'opposent pas seulement sur des faits, ils s'opposent sur la définition même de ce qui constitue une menace existentielle. Pour Washington, la menace est l'autoritarisme. Pour Moscou, c'est l'encerclement atlantiste. Et pour Pékin, c'est l'unilatéralisme américain. Mais ces architectures narratives ne flottent pas dans le vide. Elles ont besoin d'une infrastructure pour se déployer, d'une arène où elles peuvent entrer en collision à la vitesse de la lumière. Et cette arène, c'est l'espace numérique. Et c'est là que la diplomatie traditionnelle cède la place à une diplomatie de l'attention, où chaque publication est une salve dans la guerre des récits. Pour comprendre, il faut se tourner vers les travaux de Corneliu Biola et Ruben Zaiotti, réunis dans l'ouvrage de référence Digital Diplomacy and International Organizations. Pour ces chercheurs, les plateformes sociales ne sont pas de simples mégaphones. Elles redéfinissent la grammaire même de l'interaction étatique. Elles transforment l'espace diplomatique en un véritable champ de bataille algorithmique. La diplomatie traditionnelle fonctionne comme un système à pression contrôlée. Peu d'acteurs, des interactions lentes, codifiées par des siècles de protocoles. Son but est la convergence, le compromis, la recherche d'un consensus feutré. C'est un espace de few-to-few conçu pour l'atténuation des conflits. Le numérique, en revanche, opère comme une décompression brutale. Il multiplie les acteurs à l'infini, il accélère le temps de réaction jusqu'à l'instantanéité et surtout, il change la logique profonde de la communication. Comme le soulignent Viola et Zaiotti, en s'appuyant sur les analyses de Tobias Lemke et Michael Habegger, la diplomatie numérique ne cherche plus le consensus, elle cherche l'attention. Et dans une économie de l'attention saturée, l'indignation est la monnaie la plus forte. Les algorithmes qui régissent ces plateformes agissent comme de puissants opérateurs de clivage. Ils ne sont pas neutres. Ils sont conçus pour amplifier la polarité, pour favoriser les contenus visuels et émotionnels au détriment de la nuance textuelle. L'ambassadeur qui tweet ne s'adresse plus seulement à son homologue. Il s'adresse à une foule globale, court-circuitant ainsi les canaux officiels pour mobiliser l'opinion publique étrangère. C'est ce que Biola et Zaiotti identifient comme la personnalisation de l'engagement diplomatique. Le diplomate devient un influenceur. Le tweet remplace la note verbale. Cette démocratisation apparente de la parole diplomatique a un coût exorbitant. En épousant les codes du numérique, les États s'exposent à la logique du troll. Ils adoptent une rhétorique de la provocation, de la polarisation et de la divergence. Dès lors, la scène numérique n'est plus un lieu de dialogue. C'est un amplificateur de polarité. Chaque publication est donc une salve, chaque like, une validation, chaque partage, une escalation. Les puissances ne se contentent plus de raconter le monde, elles utilisent l'architecture même des plateformes pour weaponiser l'information, armer l'information, transformant chaque utilisateur en vecteur potentiel de leur récit stratégique. Si les plateformes numériques offrent l'infrastructure de la guerre cognitive, c'est sur le terrain physique et historique de l'Ukraine que ces architectures narratives ont atteint leur point de rupture tectonique. L'invasion de 2022 n'est pas seulement un choc militaire, c'est la collision frontale de trois épistémologies incompatibles.
En s'appuyant sur les travaux de Susan Loftus dans Russia, China and the West, nous pouvons cartographier ces trois récits, non pas comme de simples propagandes, mais comme des systèmes de défense cognitive et géopolitique. D'abord, le récit russe. Loftus l'analyse à travers le prisme du réalisme défensif et du dilemme de sécurité. Cette dynamique perverse où les mesures qu'un État prend pour accroître sa propre sécurité, comme pour former une alliance défensive, sont perçues comme une menace existentielle par ses voisins, les poussant eux-mêmes à se militariser en retour, créant ainsi une spirale d'insécurité. Pour Moscou, l'expansion de l'OTAN n'est pas une diffusion pacifique de la démocratie, mais une universalisation libérale, agressive, vécue comme une strangulation géopolitique. Le narratif de Poutine se construit en réaction, une défense contre l'encerclement et une correction historique. Loftus pointe ici le biais d'attribution de l'Occident, l'erreur cognitive consistant à croire que les actions de la Russie découlent de sa nature intrinsèque, une nature constituée d'un empire revanchard, d'un empire maléfique, plutôt que de sa réaction à un environnement perçu comme hostile. En face, le récit occidental ou américain, il repose sur ce que Loftus identifie comme les limites de l'universalisme libéral. Ce narratif postule que l'ordre international est un système fermé, régi par des règles morales absolues, le droit inaliénable des États à choisir leur alliance et la dichotomie binaire entre démocratie et autocratie. Ce récit efface la géographie et la physique des forces. Il transforme un dilemme de sécurité complexe, né de la chute des empires, en une croisade manichéenne. Il est structurellement incapable de concevoir que la sécurité absolue d'un bloc puisse être vécue comme une menace vitale par l'autre. Enfin, émerge le récit chinois. Celui-ci opère comme un fluide contournant l'obstacle. Pékin ne valide pas l'invasion, mais son narratif stratégique saisit l'opportunité épistémique de la crise. La Chine affirme que l'OTAN a mis le bazar en Europe et utilise ce conflit pour dénoncer l'hégémonie américaine, les doubles standards occidentaux et le néocolonialisme. Son récit ne cherche pas à imposer un modèle universel, mais à promouvoir le pluralisme et le pragmatisme. Un monde multipolaire où la souveraineté et les intérêts nationaux priment sur les croisades idéologiques. Ces trois récits, donc, ne s'affrontent pas sur le terrain des faits bruts, mais sur celui des cadres de référence. Ils révèlent une faille fondamentale dans la géopolitique contemporaine, l'incapacité de l'Occident à accepter que son modèle ne soit plus le seul centre de gravité de l'univers stratégique. Face à cette architecture de la persuasion, le citoyen n'est plus un simple spectateur. Il est devenu à son corps défendant un nœud de transmission. Dans l'écosystème numérique analysé par Corneliu Giola et Ruben Zaiotti, l'attention n'est pas seulement capturée, elle est armée, elle est weaponisée. Chaque partage, chaque indignation valide et propulse un récit stratégique conçu par des États pour éroder la légitimité de leurs rivaux. Le citoyen est pris au piège d'une boucle de rétroaction où l'émotion prime sur la vérification. Comment, dès lors, décoder ces couches de réalité fabriquée?
comment ne pas être aspiré par le vortex de la polarisation algorithmique. La première clé de lecture réside dans la mesure de l'écart. Thomas Collet et Caroline Van Noort insistent sur un concept fondamental, le fossé entre la réalité narrative et la réalité matérielle. Un récit stratégique, aussi séduisant soit-il, finit toujours par se heurter au mur des faits. Le travail de décodage consiste donc à pratiquer une forme d'écolocation cognitive. Il s'agit d'émettre une onde de scepticisme et d'observer le temps de retour. La promesse de prospérité mutuelle, le récit, se heurte-t-elle à la réalité des dettes souveraines, des infrastructures inachevées ou des blocus énergétiques comme la matière première? Là où l'écart se creuse, la propagande cède la place à la géopolitique pure. La seconde clé de lecture exige une vigilance sur nos propres failles. Nous l'avons vu avec la notion de sécurité. Les puissances ne s'adressent pas à notre raison, elles s'adressent à notre angoisse identitaire. Décoder un narratif, c'est d'abord identifier quelle peur il vient caresser. Quand un récit étranger s'aligne parfaitement avec nos propres préjugés ou nos craintes intérieures, il ne s'agit plus d'information, mais d'ingénierie émotionnelle. Le troll ou l'ambassadeur numérique ne cherche pas à vous convaincre. Il cherche à vous confirmer dans votre certitude pour mieux vous isoler dans cette chambre d'écho. Il n'y a pas de neutralité dans la guerre des récits. Refuser de choisir un camp, c'est souvent laisser les algorithmes choisir pour nous. La cartographie des savoirs, ce n'est pas accumuler des données brutes sur les conflits internationaux. C'est comprendre la grammaire invisible qui les orchestre. En démontant les rouages de cette machine narrative, si nous prenons du recul pour observer l'épicentre de cette secousse géopolitique, une conclusion s'impose. Nous ne sommes plus seulement engagés dans une guerre de propagande, mais dans une véritable guerre du sens. Comme le souligne Susan Loftus dans son analyse des relations entre la Russie, la Chine et l'Occident, le crépuscule de l'universalisme libéral a sonné. Pendant des décennies, l'Occident a tenté de superposer sa propre carte au territoire lui-même, confondant son récit stratégique avec la réalité objective. Aujourd'hui, cette hégémonie cognitive s'est fracturée. Le monde s'est divisé en multiples champs de gravité cognitifs, où chaque puissance projette sa propre ontologie, sa propre définition de la menace et de la légitimité. Dans cet univers multipolaire, l'espace numérique n'est plus une agora neutre, mais un champ de bataille algorithmique. Corneliu Biola et Ruben Zayotin nous ont montré comment la diplomatie traditionnelle, fondée sur la décélération et le compromis, se heurte à la logique de la tension et de l'outrage. Sur les plateformes sociales, la construction de la réputation cède la place à la délégitimation manufacturée. Le troll ne cherche pas à convaincre, il cherche à saturer l'espace, à éroder la confiance dans les institutions et à transformer l'information en munition. Dans ce fluide numérique, la vérité ne se mesure plus à son ancrage matériel, mais à sa résonance émotionnelle. Face à cet armement de l'information, notre passivité cognitive est devenue une vulnérabilité. Décoder ces narratifs exige que nous abandonnions l'illusion du fait brut. Il nous faut développer une nouvelle défense, capable de naviguer dans l'écart béant entre la réalité narrative et la réalité matérielle. Il ne s'agit plus seulement de débusquer le mensonge, mais de comprendre les idées
qui pousse des millions d'individus à adhérer à des fictions géopolitiques et comment ces croyances redessinent en temps réel l'équilibre des puissances. Comprendre cette guerre, c'est accepter un postulat fondamental. Il n'existe pas de géopolitique pure, détachée du récit qui la justifie. Il n'existe pas d'information neutre, exempte des rapports de force qui la structurent. Chaque État tente aujourd'hui de graver sa vision du monde dans la conscience globale. Dans ce brouillard cognitif, notre souveraineté ne réside plus dans la simple accumulation de données, mais dans notre capacité à identifier les angles morts et les silences volontaires des discours dominants. Car en définitive, la cartographie des savoirs, c'est d'abord apprendre à lire la carte des récits.